tout le monde. Bienvenue à la session découverte sur DevOps. Donc, au sommaire, on va voir dans un premier temps ce que c'est que DevOps en lui-même. On va juste en parler, comprendre un peu les principes. On va parler de DevOps pour les développeurs. On va parler de Azure DevOps, qui est un outil spécifique de gestion de DevOps. Et puis, bon, on va faire juste il y a une démo, mais c'est juste une présentation de Azure DevOps. Voilà, je vais vous présenter un peu ce que nous, on a déjà fait dans Azure DevOps, les pipelines et tous les trucs. Donc, DevOps, qu'est-ce que c'est? L'une des définitions parmi la pléiade de définitions qui existent sur Internet, c'est que c'est un ensemble de pratiques dont l'objectif est de réduire le temps entre la modification d'un système et l'application effective de cette modification en production. Très important, tout en garantissant un haut niveau de qualité. C'est petit, mais ça s'en dit beaucoup sur ce que c'est que DevOps au fond. En réalité, DevOps, c'est vrai que c'est un ensemble de pratiques, mais c'est une idéologie, un concept. Okay? Donc, le concept est bien condensé dans cette petite phrase, disons, dans cette petite énonciation. OK? Donc, on va faire un peu d'historique pour essayer de bien comprendre ce qui est écrit là. La modification du système, l'application effective, modification en production. La modification de l'application ou du système? La modification de l'application. Donc, on a un système qui est dans un état A. On le fait évoluer, disons, on le modifie. Soit en supprimant une fonctionnalité, soit en ajoutant une fonctionnalité. OK? Donc, on modifie l'état de l'application. Donc, on modifie le code source, on modifie la configuration de l'infrastructure sous-jacente à l'application. En tout cas, on modifie quelque chose à l'état du système. Et qu'est-ce qu'on fait après? On le met en service pour que les utilisateurs puissent bénéficier de la modification qu'on a faite. Donc, tout le concept réside dans la réduction du temps entre ces deux phases. On modifie, on met en production. Tout ce qui se passe au milieu, réduction de ce temps, c'est ça qui est DevOps. Fondamentalement, quoi. Maintenant, après, il y a beaucoup d'acrobatie autour. Donc, on va aller un peu en arrière. Donc, avant, on avait les modèles, ce qu'on appelle les modèles en V. Les concepts connus sous le nom de waterfall, le concept en cascade. Donc, c'était le modèle de gestion de projet avant. Donc, on avait une grosse phase d'analyse avec les spécifications UML, documentation, etc., ou MERIS avant. On avait un long temps de développement qui s'étendait entre 6 et 2 ans, souvent plus même. Et puis, ce que toutes les applications avaient en commun, c'est que la maintenance était très compliquée. Si l'application arrivait même à terme. Non, c'est mieux comme ça. Moi, je pensais que c'était mieux éteint. Ça va pas. Ah, ok. Mais tu pousses en TV. Mais là, c'est plus dangereux qu'autre chose. Hein. Ok, bon, bref. Donc, au finish, les applications sont difficiles à maintenir. Bon, dans ces modèles-là, l'objectif, c'était de réduire le coût de mise en production en réduisant le nombre de livraisons. C'est-à-dire qu'avant, le gros système, c'était comme ça. Bon, une chose très importante, DevOps, ce n'est pas pour les petites applications. Tu fais ta petite application de gestion de boutique, ou c'est toi seul, tu t'assois, tu peux faire. Bon, je ne pense pas que tu as besoin d'implémenter DevOps pour ça.
Quoique, ça peut être utile, mais c'est pas, c'est comme on dit souvent dans le jargon, utiliser un canon pour tuer une mouche. OK? Ça va peut-être tuer la mouche, mais franchement, c'est pas la peine. Donc, en réalité, DevOps est utile pour les gros systèmes, pour les gros logiciels, pour voilà, des grosses machines. Donc, avant, pour les entreprises qui faisaient de gros logiciels, avaient ce souci-là. Leur objectif, c'était de réduire au maximum les livraisons. Parce que c'était pas simple à faire. C'était compliqué, l'infrastructure était lourde. Il y a une slide sur laquelle je vais beaucoup m'arrêter, puis on va faire un truc. OK? Donc, ça, c'était un peu historiquement comment est-ce que les projets étaient gérés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait un long temps d'analyse, un long temps de développement, et puis une phase de déploiement plus ou moins réduite et pas trop répétée. Et puis après, on essayait de raccommoder avec la maintenance. OK? Et on est arrivé à aujourd'hui où on a ce qu'on appelle les méthodes agiles. C'est un nouveau modèle de gestion de projet informatique. Donc, on avait le modèle Waterfall avant, le cycle en V, modèle en cascade, qui préconisait une longue phase d'analyse et de développement, et puis qui voulait réduire le nombre de déploiements à cause des contraintes de l'infrastructure. Okay? Aujourd'hui, avec Agile, c'est tout le contraire. Dans Agile, ce qui est préconisé, c'est des cycles de développement très courts, des fonctionnalités réduites au minimum opérationnel à chaque livraison. Donc, on livre le minimum de fonctionnalités qu'on a développées et qu'on peut tester. Okay? C'est ce qui est recommandé par Agile. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de grosses fonctionnalités après 6 mois ou bien 3 mois, puis on vient présenter au propriétaire pour dire, bon, voilà les fonctionnalités qu'on a développées. Puis on dit, non, mais en réalité, c'est pas ce on vous avait dit. C'est pas comme ça que, ah, non, mais nous, on avait compris comme ça. Ça crée des trucs, alors que vous avez déjà perdu 6 mois. Donc, dans Agile, ils disent, non, si vous devez faire des fonctionnalités, vous les découpez en petits morceaux. Et puis, ces petits morceaux-là, vous les livrez chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, chaque 1 mois. Ça dépend. C'est ce qu'ils appellent sprint dans Agile. Donc, sur les sprints, généralement, ce qui est fréquemment utilisé, c'est 2 semaines. Donc, chaque 2 semaines, les gens, 2 semaines ou 3 semaines, les développeurs ou bien l'équipe de développement fait une livraison que euh, le product owner peut tester. Et puis faire des feedbacks rapidement pour dire, ah, mais là, dès le départ, on sait si on est sur la même longueur d'onde ou pas et si on peut évoluer. OK? Donc, Agile recommande des cycles de développement courts, contrairement au cycle précédent Waterfall. Donc, ce qui implique des déploiements fréquents. OK? Donc, si on a des cycles de développement courts, c'est qu'on déploie plusieurs fois, en fait, à chaque sprint au moins. On déploie plusieurs fois. Donc, ça va permettre de détecter les erreurs plus tôt, comme je disais, et puis les retours d'utilisateurs sont plus nombreux, et puis on sait rapidement pour finir le logiciel rapidement. L'objectif fondamental dans Agile, c'est de réduire le coût de la maintenance. Okay? Donc, dès le départ, on sait prendre nos dispositions pour réduire le coût de la maintenance et puis le délai de livraison. Donc, on a 2 paradigmes différents. C'est très important de comprendre ça. Parce que je te disais ça tantôt, DevOps, c'est la conséquence de Agile et du cloud. C'est ce qu'il te disait la dernière fois. Pourquoi je dis ça? Parce que l'avènement de Agile et du cloud a favorisé quelque chose, a favorisé la facilité de déploiement. Donc, non pas la facilité de déploiement, mais la facilité de mise en place d'infrastructures. Les infrastructures sont mises en place très facilement aujourd'hui avec le cloud. Avant, pour mettre en place un serveur, il fallait faire un planning avec diagramme de Gantt, tout ça. Aujourd'hui, pour mettre en place un serveur, c'est en quelques clics, ou bien avec une seule ligne de commande dans
dans le cloud, que ce soit chez AWS, Amazon, ou chez Azure, ou chez GPC Google. Quand tu parles de mettre en place une infrastructure, peut-être que je dois comprendre. Il y a un serveur physique, Oui, alloué une texture, donc passante, une chose avec c'est ça, c'est ça. Parce que pour que l'application fonctionne, il faut une infrastructure. Voilà, généralement pour des grosses applications, c'est des data centers, des serveurs qui sont dans des racks. Vas-y. Donc, je peux dire que DevOps ne peut pas fonctionner dans un environnement ou une application client lourd. Je m'explique. Une application comme Alpha, comme Alice, qui est un serveur S400, OK. qui est dans une boîte, une manière de choix ici. Puisque je n'ai pas sur le cloud, est-ce que le cadre méthodologique DevOps peut être appliqué là? Est-ce qu'on peut appliquer DevOps dans les clients 3 tiers là? Est-ce qu'on peut appliquer DevOps dans la mise en place d'une application, même si le web n'est pas sur le cloud, il y a un serveur physique de bureau au fond là-bas. Les gens font l'installation, on vérifie, parce que la distance fait l'installation, c'est bon. On a une bande passante, le développeur il va déployer ses trucs, on vérifie si tout marche bien, les lignes sont configurées, on fait tac, 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 tout marche bien. Voilà. Est-ce que dans l'environnement comme ça, n'est pas cloud, est-ce que cette manière fonctionne aussi un peu c'est un modèle de DevOps bien? Pas du tout. C'est justement, non, c'est justement le contraire de DevOps. C'est justement l'ancêtre de DevOps. Dans DevOps, avant DevOps, on faisait tout ça, on va dire, à la main. DevOps a favorisé, bon, pas DevOps, qu'est-ce que je raconte? Le cloud a favorisé la mise en place rapide de tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche quelque chose, hein. Ça n'empêche rien. Vous pouvez avoir vos data centers à demeure. OK? Pas de problème. Vous pouvez implémenter quand même DevOps. Parce que DevOps, c'est être capable de produire le code et le déployer rapidement avec une qualité de déploiement. C'est-à-dire que on produit le code, on le package, on le déploie. J'ai envie de dire pas rapidement, automatiquement. Voilà. Automatiquement, c'est plus approprié. C'est le mot-clé même chez DevOps, en fait. Mais je pense que si on va aller un peu plus en avant, peut-être que ça sera un peu plus clair. OK, mais même une infrastructure qui n'est pas dans Azure peut implémenter DevOps. Pour répondre, on va dire, sans trop de à ta question. OK? Donc, ce qu'il faut retenir sur DevOps, c'est que c'est une conséquence technique de l'avènement de Agile. Les méthodes dites waterfall étaient adaptées à leur époque. OK? Donc, avant, on avait les infrastructures, comme on dit, très, très lourdes. Moi, j'ai été dans une entreprise où, à cause de la lourdeur de l'infrastructure, ils avaient décidé de programmer les périodes de déploiement. C'est-à-dire qu'on ne déploie pas n'importe comment parce qu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils font des déploiements, ça crée ça mélange un peu l'environnement réseau. Il y a des failles de sécurité qui se créent, il y a des serveurs qui deviennent lentes, tu vois, tu vois. Il y a plein de problèmes qui sont créés à chaque fois qu'il y a un déploiement. Donc, ils ont dit, bon, on ne fait plus de déploiements comme ça. À partir d'aujourd'hui, on fait 4 déploiements dans l'année sur telle période pour montrer à quel point c'était devenu rigide et lourd. Et le problème avec ça, c'est que si la première période de déploiement est passée, que les développeurs ont déployé leurs évolutions et que les utilisateurs se rendent compte que les fonctionnalités qu'ils ont développées là ne sont pas adaptées à leurs besoins, ils sont obligés d'attendre encore 6 mois en attendant le prochain déploiement, tout en espérant que les autres évolutions qu'ils vont demander, en plus de ce qu'ils n'ont pas pu faire, ne vont pas venir créer des régressions. Donc, c'était vraiment invivable. OK? Donc, ça, c'est pour exposer un peu l'ancien environnement qui n'était pas très favorable à DevOps. Où j'en étais? Tac, tac, tac.
Donc, bon, moi, j'ai vu ça sur Internet, hein, que avant, plus de 60% des projets développés avec l'ancien modèle là n'arrivaient pas à terme, ou bien dépassaient le budget, dépassaient les délais en double ou en triple. OK? Donc, le déploiement, tac, tac, mon SOT, tout ça. On va être capable de déployer. Voilà. Donc, à la différence, comme je disais, du Waterfall, Agile recommande de petites itérations de déploiement. OK? Pour que les utilisateurs finaux puissent faire des tests et puis faire des feedbacks le plus rapidement possible. Il faut être capable donc de déployer de petites itérations plusieurs fois et rapidement. Alors qu'en informatique, qui dit répétition de quelque chose, dit quoi? Automatisation. Si tu commences à répéter un truc trop de fois, tu fais la même chose tous les jours. En tant que bon informaticien, tu dois chercher à automatiser. Donc, ça, on va dire que c'est l'une des premières motivations de DevOps. À cause de Agile, les gens de l'IT, les gens de l'Ops se trouvaient dans une position dans laquelle ils n'avaient pas été avant. Ils déployaient chaque 2 semaines. À cause de Agile. Agile dit chaque jour on doit déployer. Donc, eux, ils sont là. Bon, imaginez une entreprise. Bon, nous, on a des entreprises qui n'ont pas trop de logiciels ici, hein. Il y a des entreprises où ils ont un gros parc logiciel. Donc, à un moment, les IT sont débordés et ils se rendent compte qu'ils doivent faire un travail de bêta pour déployer chaque solution. Ils disent, bon, ça, c'est invivable. Ce n'est pas possible. Donc, on va chercher à mettre en place des standards de déploiement automatique. L'essence des DevOps. Donc, automatisation étant introduite, il y a plusieurs autres aspects qui sont très importants à prendre en compte. Donc, étant dans un contexte où maintenant les applications sont développées par des équipes qui peuvent être disparates, donc dans les équipes peuvent être séparées, voilà, on doit pouvoir intégrer le code. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Git. Donc, on a des équipes qui sont disparates, chacun développe sa partie, on met ensemble. OK? Mais quand on finit de mettre ensemble, on doit s'assurer que ce qu'on a mis ensemble continue de marcher. Et on doit s'assurer de pouvoir packager ça puis déployer ça quelque part. Ça, c'est la première étape des éléments fondamentaux de DevOps. Si vous entendez DevOps, vous allez entendre toujours CI, CD. Voilà. CICD, c'est l'ADN de DevOps. C'est Continuous Integration, puis Continuous Delivery. Donc, intégration continue, et puis continuous delivery, livraison continue, ou déploiement continu. OK? Donc, Continuous Integration, c'est quoi? C'est simplement, j'ai mes équipes, chacun développe, chacun pousse son code, on met ensemble tout ce code, on le teste, et puis on le package. Et ça se fait automatiquement. C'est ça qu'est Continuous Integration. Une question. Vas-y. À écouter, c'est comme si DevOps s'applique au développement de logiciels en griffe web. Non. Est-ce que pour un logiciel desktop, un truc comme Office, pas 835, Microsoft Office, où on a un gros bin comme ça, quand on lance le CDF suivant. Est-ce que sur des outils comme GitHub ou Console, que là-bas, on peut développer Office comme ça, puis avoir une bin à la fin comme XCD, est-ce qu'on dirait pas que DevOps est lié seulement aux applications web? C'est vrai que c'est favorable. Ok. Voilà. C'est favorable dans les environnements web. Voilà. Mais n'empêche que l'idée, c'est de
faire l'intégration et le déploiement continu de nos applications. OK? Donc, tant qu'on peut trouver le moyen d'intégrer automatiquement et de déployer automatiquement nos applications, on est en train de faire du DevOps. Et bien entendu, les applications web sont très propices à ça. Donc, intégration continue. Donc, quand on parle de CI, Continuous Integration, on a en entrée quoi? Le code source, et puis on a en sortie le package du code source intégré de tous les développeurs. C'est ça qui est Continuous Integration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils font tout leur code sur leur guide perso là-bas, ils font des push. Il y a un pull request qui est fait. Dès que le pull request est fait, automatiquement, ce qu'ils appellent pipeline dans le jargon DevOps se met en. Donc, le pipeline, c'est l'une des parties des automatisations que les Ops ont mis en place pour pouvoir automatiser leur développement, leur déploiement. Donc, le pipeline, c'est prendre le code source quelque part, le packager et puis mettre le package quelque part. C'est tout. Ça, c'est la première phase. Donc, on prend le code source, on le package. Donc, si c'est une application, tu as fait du Node.js et pas du Angular ou je ne sais pas, voilà. Toi aussi, tu as fait un peu de ça. Voilà. Donc, si c'est une application Angular, Node.js, pour packager, tu as fait tes NPM package, des trucs comme ça. Donc, déjà avant même le code source, tu as fait NPM install. Ça va installer les packages parce que dans le code source, généralement, on ne met jamais les packages Node.js. On déploie le code source sans les packages Node.js. Donc, pour pouvoir packager, pour pouvoir voir le livrable de. C'est qui ça? Excusez-moi. Allô? Oh, bonsoir. Ouais, ça va, ça va. Ah, d'accord. Bon. Tu- Ah, d'accord. OK. D'accord. Laisse-moi te rappeler tout à l'heure, là. Il descend tout à l'heure, là. Merci. Donc, dans le processus d'automatisation, d'intégration continue, on va mettre, c'est comme des scripts qu'on met en place qui disent, bon, OK, voilà le dossier dans lequel le code source est. Dès qu'il y a une modification qui est faite dans ce dossier-là, déclenche le script qui va installer les packages nuggets et les packages NPM, qui va faire le NPM packaging, NPM build, NPM tant. Tout ce que quand tu veux déployer ton application sur ton PC pour tester, tout ce que tu fais, il refait tout, il recrée le package et prend ce package-là, il le met quelque part. Intégration continue, première phase. Ensuite, on va vouloir déployer ça. Ce package-là, on va vouloir le déployer sur un des serveurs, soit de dev, soit de prod, soit du AT. OK? Donc, ce qu'il va faire, il y a un autre script qui est là, qui dit, bon, dès que le package est mis à jour, déclenche-toi. Donc, lui se déclenche en prenant ce package-là et en faisant l'installation sur un des serveurs qui a été préconisé. Et dans DevOps, ce qui est préconisé, c'est d'avoir un downtime très faible. Le downtime, c'est quoi? C'est le temps d'indisponibilité. Aujourd'hui, avec la mondialisation en griffe, les clients sont disparates. Avant, les gens avaient les clients dans leur localité. Donc, ils étaient dans le même fuseau horaire, tout ça. Aujourd'hui, on est dans le monde, c'est mondialisé, c'est mondial. Donc, pendant que toi, tu dors, d'autres sont réveillés là-bas. Donc, il n'y a pas de temps possible pour pouvoir être indisponible parce que les concurrents, eux, sont toujours disponibles. Donc, downtime, impossible. Donc, il faut tout faire pour que ton application soit déployée, sur ces différents environnements, hein, se fasse sans interruption. Tout ça, ça fait partie du DevOps. OK? Donc, c'est les principes de DevOps qui sont là. Donc, on a parlé d'intégration continue, on a parlé de déploiement continu avec peu de downtime.
Donc, on est en train d'écumer un peu les notions de DevOps comme ça. OK? Ensuite, donc on a parlé des différents environnements, produits AT, tout ça. Et puis, il y a un aspect important aussi qui est le monitoring. Donc, pouvoir surveiller les applications qu'on vient de déployer, qui sont issues de notre déploiement continu, pour voir s'il n'y a pas eu de régression. Régression fonctionnelle, régression technique. Régression fonctionnelle, c'est est-ce que le bouton qui était là est toujours là? Est-ce que le bouton qui faisait le calcul de 1 plus 1 qui donnait 2, est-ce que ça donne toujours 2? Ça, c'est fonctionnel. Maintenant, les régressions techniques, c'est est-ce que euh, le nombre de requêtes que le serveur pouvait recevoir avant continue de recevoir. S'il pouvait recevoir 10 000 requêtes à la seconde, est-ce qu'il continue de recevoir, de pouvoir recevoir 10 000 requêtes à la seconde? C'est tout ça. Et les deux premiers éléments que tu as cités, il faut maximum manuellement. Vérifier que le bouton est encore là. Vérifier qu'il y a un peu Ça, c'est fonctionnel. Ça se fait automatiquement aussi, mais il y a des outils qui sont hors DevOps, mais qui sont intrinsèquement liés à DevOps. Parce que dans DevOps, ce qui est préconisé, c'est automatiser. Ça peut se faire manuellement, mais il y a des outils comme Concombre, par exemple. Concombre, c'est Concombre, voilà, en anglais, quoi. Concombre, bref. Voilà, il y a Selenium aussi qui permet de faire ça. Donc, des tests fonctionnels. Donc, c'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il enregistre tout ce que tu fais sur ton écran. Par exemple, pour tester, par exemple, qu'on peut toujours se connecter à une application, qu'est-ce qu'on fait? On lance le lien de l'application dans le navigateur. Quand la page s'affiche, on clique dans la barre, dans le text box du login. On tape le login. On clique dans le text box du mot de passe. On tape le mot de passe. Et puis quand on a fini, on clique sur se loguer. OK? Ça, c'est un test. Avec Selenium, tu peux enregistrer ça. Tu peux automatiser, dire que tu fais, lui, il enregistre ce que tu es en train de faire sur ton écran. Quand tu finis, tu fais paf, tu fais stop. Tu mets ça en package. Et puis, tu peux lancer ce truc-là après. Donc, tu peux le mettre dans une automatisation. Dans un script qui dit, bon, appelle le script X, parce que tu peux le nommer, tu le nommes, appelle le script X, ensuite appelle le script, vérifie ce qui remet. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire automatiquement. OK? Selenium permet de faire ça. Donc, il y a les tests de charge, tout ça, ça c'est les trucs, voilà, les tests techniques. Donc, en clair, DevOps, c'est en fait la réponse technologique qui vient soutenir la méthode agile avec les facilités que le cloud nous offre. OK? On va définir DevOps comme l'ensemble des techniques permettant d'automatiser le déploiement d'applications développées par les développeurs sous l'infrastructure des Ops. OK? Donc, le développeur dev, qui est dans DevOps, le développeur dev, fournit son code source. L'ingénieur d'infrastructure l'Ops fournit son infrastructure, donc un serveur, tout ça. Donc, lui, il le fait depuis le cloud avec des lignes de code très rapidement. Et ensuite, l'Ops, il prend le code du développeur, prend le code et l'infrastructure de l'Ops, puis déploie le code du développeur sur l'infrastructure de l'Ops. Lui, il est le DevOps. Il fait ça tout seul. Il fait ça de manière automatisée. Simple. Le développeur développe, dev, l'Ops met son infrastructure en place. L'Ops, c'est les gars de l'infra. Les gens de l'infra, les babe rolls. Voilà. C'est eux qui les clavets, c'est eux qui mettent en place les serveurs. Quand vous avez besoin d'un serveur, on dit, bon, on veut développer une nouvelle application. Voilà, on veut. Donc, eux vont s'asseoir, ils vont mettre une machine virtuelle, ils vont installer IS, ils vont. OK? Voilà. Ça, c'est les Ops. Parce que toi, tu finis de faire ton code, il faut bien qu'on déploie ça sur un serveur. Le serveur, là, généralement, c'est peut-être en Afrique ici, nous, on fait ça. Sinon, ceux qui mettent en place le serveur, c'est les Ops, c'est les opérationnels, les IT. OK? Donc, le dev a développé, l'Ops a mis en place l'infrastructure,
le DevOps lui-même, processus automatisé au milieu, qui sait prendre le code du dev pour aller le déposer sur l'infrastructure de l'Ops. C'est lui le DevOps. Tout ça de manière automatisée, fiable et tout le bataclan qui va avec. OK. Aïe. Ah, OK. Ah, sinon, il n'est pas trop compris. Hein. C'est bon, il n'y a pas de questions. Parce que là, on est en train de passer sur une autre phase. OK, donc, on va juste faire un petit récapitulatif. Donc, le cycle de vie d'une application, c'est planifier, développer, livrer, et puis operate. Operate, c'est surveiller, monitorer, etc. OK? Donc, ça ressemble un peu au cycle de 2000, de serveur 2000, cycle de 2000, genre le truc de amélioration continue. Voilà, OK. Donc, planifier, ça, c'est agile. OK? Développer, ça, c'est développer, produire le code source. Délivrer, c'est ça même qui est DevOps. Donc, en développer puis délivrer, c'est là que DevOps même se trouve. Et puis, opérer, surveiller, monitorer, etc. Et quand on a les feedbacks, planifier encore, ensuite de suite, on développe, on délivre, ainsi de suite. Et c'est une boucle qui n'en finit pas. Donc, on est dans l'amélioration continue. Donc, planifier. Planifier, c'est imaginer, spécifier, raffiner les fonctionnalités du système, organiser, prioriser les actions, faire évoluer, répartir les charges de travail. Ça, c'est agile, quoi. Comme je disais tantôt. Établir les tableaux de suivi, tout ça. Développer, ça, c'est implémenter le code, stocker, etc. Le versioning, la documentation du projet, implémenter les scénarios de test. Ça, c'est la responsabilité du développeur. Livrer, ça, c'est surtout la responsabilité du DevOps. Donc, construire les livrables, valider la qualité par l'exécution des tests, tout ça automatiquement. Paramétrer les processus pour les automatiser et puis déployer les applications. Et puis ensuite, observer, c'est collecter les données, analyser les rapports de déploiement, identifier les anomalies, mesurer la charge du système et définir le seuil d'alerte. OK, donc première partie sur DevOps. Je suppose qu'on a compris DevOps. OK. Aujourd'hui, je peux dire que DevOps, c'est plutôt un ensemble de techniques servant à automatiser le déploiement des logiciels tout en réduisant l'objectif final de ces techniques-là, c'est de réduire les délais de déploiement, de réduire le risque de régression, de réduire la disponibilité, comme on est full de scène, le downtime. Et puis aussi, un autre dernier truc là, réduire le volet entre les DevOps et les devs. Oui, c'est en gros. Donc, en résumé, ces techniques-là, c'est une technique qui servent à optimiser les éléments, vont être implémentées dans ces outils. C'est ça. Un peu populaire, GitHub. Voilà. Donc, GitHub, Voilà. c'est la source, c'est le dépôt généralement sur lequel les automates, les DevOps puissent pour lancer leur première opération d'intégration continue. Ok, donc GitHub, par exemple, c'est un outil DevOps, un outil qui a l'ensemble des techniques de DevOps. Voilà. Qui permettent les CI et les CD. Exactement. Et tout à l'heure, tu as parlé des serveurs AWS et AV28. Est-ce que GitHub a un serveur aussi? GitHub même, c'est une sorte de serveur, c'est un service public. Ok, d'accord. Donc, ce que AWS fait, GitHub fait.
Non, non. GitHub, lui, il a un rôle. C'est d'exposer les codes sources. GitHub, il est public. Bon, c'est vrai qu'il y a la partie privée de GitHub. Mais GitHub, c'est public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand je veux voir un exemple de code qui permet de... Voilà. Tu vas sur GitHub, c'est là-bas. OK? Donc, les communautés déposent leur code sur GitHub, puisqu'elles travaillent en équipe. Maintenant, si par exemple, une entreprise, Voilà. une PME, OK. utilise GitHub de façon privée, OK? OK. Les collaborateurs sont télétravail, par exemple. OK. C'est le code pour les compiler, tout ça, machin. Mhm. Est-ce que GitHub a un serveur Mhm. où on met les trucs? Bon, je te donne l'exemple de chez nous ici. Nous, on travaille sur Git. Git, GitHub, voilà. Je pense que peut-être que c'est ça ton truc. GitHub et Git sont différents. Git, c'est le gestionnaire de code source. C'est lui qui permet de faire le versioning. C'est lui qui te permet de pouvoir, quand tu télécharges une version Git, un code source, que tu actives Git dans ce code source-là, tous les changements que tu fais, Git les voit. Est-ce que Git permet de faire le CI? Non, Git permet simplement de faire le versioning de code. Est-ce que Git permet de synchroniser le code depuis les développeurs? Voilà, c'est ce que Git permet de faire. Synchronise en une version unique. Exactement. Le pipeline existe en Git. Non. Le pipeline n'existe pas dans Git, mais le pipeline se repose sur Git. Okay. Git, c'est le point d'entrée du pipeline. Le pipeline, lui, il écoute le repo Git. C'est-à-dire que là où tous les développeurs viennent déposer leur code là, lui, il écoute. Lui, c'est comme, ils appellent ça un dog watcher. Et lui, il est là, il écoute. Okay. Dès qu'on dépose quelque chose dans le repo Gitnet, lui, il se déclenche pour compiler et puis déposer le package. Voilà. Ensuite, dans le CICD. Lui, c'est fait dans, par exemple, dans Azure DevOps ou bien dans Jenkins. Et GitHub, on a eu des bases. Parce qu'on a parlé de GitHub, et on est venu sur Git d'abord. Non, non. GitHub, c'est un repo public. Ok, donc je oublie ça. Voilà. J'oublie GitHub. Donc Git, c'est un outil qui permet de fusionner le code des développeurs, voilà, les mettre dans un repos. C'est ça. Public ou privé? Public ou privé, quelqu'un vient écouter pour faire le mouvement. Exactement. Ok. Il a fait que pour faire le mouvement, on l'appelle pipeline. Voilà. Pipeline. C'est pipeline. Il est dans Git? Non, ce n'est pas un outil Git. Mais je ne sais pas si Git a des outils de pipeline. Peut-être. Mais ce n'est pas un outil Git. Les pipelines dans Amazon? Non, pas dans Amazon. Dans Azure DevOps ou bien dans Jenkins. Ok. Jenkins, c'est un outil DevOps. Pourquoi? OK. Donc, on a les outils DevOps. On a les DevOps à part. Il dit que les outils fondamentaux DevOps, il dit que ce qui constitue le DevOps, c'est les outils de CICD. Git ne fait pas CICD. Git ne fait pas CICD. Non, Git n'est pas un outil DevOps. On peut pas, Git n'est pas un outil DevOps, mais DevOps s'appuie sur Git. Si DevOps peut utiliser Git. Voilà. Mais les outils DevOps, c'est une forme de Git intégré. Comme Azure DevOps. Voilà. DevOps, c'est son Git intégré. Non, voilà. Il a son GitHub intégré. Il a un élément, un repo qui permet de pouvoir fusionner les codes. C'est ça. Donc Git n'est pas complet. Hein? Git n'est pas complet. Git ne peut pas faire le DevOps. Non, Git ne peut pas faire le DevOps. Git n'a rien à voir avec DevOps dans ce sens-là. Je veux savoir, en dehors des deux gros trucs qu'on connaît, CICD et Azure DevOps. Non. D'abord, rectificatif. AWS et Azure DevOps, ce n'est pas la même chose. Okay. AWS, son équivalent, c'est Azure. Azure. C'est quoi? Voilà. Maintenant, dans Azure, on a Azure DevOps, qui est un service de gestion DevOps. C'est un service DevOps. OK? Et donc, comme tout bon service DevOps, pour fonctionner correctement, il a besoin d'un point d'entrée. Généralement, c'est Git.
Non, disons, c'est le repo. Essayer de dire Git, ça va te mélanger. C'est le repo. Le repo, c'est l'endroit où les Git viennent déposer tous les codes sources que tous les développeurs ont fait. Repository. What? Repository. Okay. En anglais, repository, c'est dossier, c'est genre, voilà, un répertoire, un répertoire, dans un répertoire partagé, une sorte de répertoire partagé, c'est ça, un repository. OK? Donc, ce repository-là, généralement, quand les équipes de développement travaillent ensemble, eux tous, chaque développeur utilise Git sur sa machine. OK? Et puis, ce Git-là, on le connecte à un repo distant, qui peut être Azure Repo, qui est dans Azure DevOps, qui peut être GitHub, qui est public à tout le monde, qui peut être Bitbucket, qui est un autre repo. Il y a plein de repos qui existent. Donc, une entreprise, chaque utilisateur, chaque développeur peut utiliser l'outil qu'il veut, voilà. Mais il branche ça à un repo de l'entreprise. C'est ça. Donc, on n'avait pas dit, on n'avait pas je n'ai jamais essayé ça. Je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais vu d'équipe qui utilise deux versions, comment on appelle ça même, outils de gestion de code source différents pour déposer dans un même repo. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faut tester. Mais en clair, on a le Git qui permet de pousser dans un repo commun. OK? Et puis, c'est sur ce repo commun que le CICD s'appuie pour faire son pipeline. C'est bon, non? Plus clair maintenant. Donc, tu peux continuer ton récap. 7h30. Je disais que donc Git, il y en a plusieurs, ce sont des gestion de code source. C'est ça. Qui communiquent avec un pipeline qui est lui compris dans des outils DevOps. C'est ça. L'entrée, c'est un repository. Un repository. Donc, les outils de gestion de code source vont pousser ces éléments-là vers là-bas. C'est ça. Et lui, il va continuer pour faire sur le CICD. C'est ça. C'est ça. Voilà. On a dit qu'il y a vu, quand on a vu un DevOps, ça s'appelle DevOps. C'est ça. Donc là, dans le VS, lui, pour lui, je ne connais pas le nom. Ok, mais il y a un truc DevOps. Exactement. Okay. OK. Maintenant, dans le monde Java, ils ont un truc qu'ils appellent Jenkins, qui est comme Azure DevOps. Je ne sais pas si c'est celui-là que AWS utilise. Il est très populaire aussi. Je crois qu'il est plus populaire que Azure DevOps même, pour le DevOps. C'est bon? DA. Donc, Azure DevOps pour les développeurs. Donc, la boîte d'outils d'un développeur qui travaille dans un environnement Azure DevOps, c'est son environnement de dev classique. Un gestionnaire de package, généralement, c'est pour ceux qui font du Java, c'est un gestionnaire de package comme les Maven, tout ça. Pour .NET, c'est Nugget. Un espace de stockage de code source, généralement, qui est le repo. Un environnement d'exécution de tests. Donc, généralement, on doit pouvoir avoir un environnement de dev, un environnement de GATP, un environnement de prod. Donc, le développeur, quand il finit de faire son truc, son pipeline DevOps est censé prendre son code source et puis déployer ça sur son environnement de dev pour qu'il puisse tester. Et puis des scripts pour construire son application. Donc, classiquement, un développeur a son éditeur de code, son Git, hein, qui est lié à un repo, son serveur d'application, et puis un outil de monitoring sur le serveur d'application. Ça, c'est quand on n'utilise pas Git, DevOps. Les outils de test, etc. Ça, c'est quand tu parles de notre. Voilà, c'est ça. CICD. Là, maintenant, on va appliquer le CICD à notre développement. Okay. Et ça donne ça. On a plusieurs développeurs. OK?
Ouais, je peux revenir sur l'image là. Oh. Ah ouais, je En parti tout dernier. en avant. Ah, OK. Donc, tu dis que ça, c'est l'ancienne méthode. c'est ça. Sans le DevOps. C'est ça, c'est disparate, il n'y a pas de Donc, on chronologie. a le logiciel de code utilisateur, bien le développeur qui est là. C'est ça, Il fait les tests à côté ici. c'est Il ça, conduit quelque part là-bas. c'est ça, c'est ça même. Repository. Mais on parle de repository dans l'ancienne méthode de manière de travailler. Oui. Il y a tout, bon, il y a, C'est juste en la fait, sauvegarde de son code. voilà, en fait, c'est ça même. Le repository, c'est ça en fait. OK. Bon, mais on ne pouvait pas avoir les mesures utilisateurs, les mesures de développeurs. Voilà. Avant, les gens déposent, développaient leur truc à plusieurs avec Git sans avoir besoin de DevOps. Mais ça fusionnait tous les codes. Voilà, ça fusionnait. Oui, ça fusionnait tous les codes. Donc, le fait d'avoir plusieurs développeurs, ils font des portions de code et les fusionner pour éviter ça de DevOps. Oui, c'est OK. Donc là, on a le CICD maintenant. Donc, le CICD, comme je disais, c'est automatisation des tâches répétitives du développeur, publication fréquente des modifications, exécution systématique des scénarios de test, très important, déploiement progressif des versions. Donc, voilà le nouveau schéma avec le pipeline. On a nos gars qui sont là. Chacun développe sur sa machine. Chacun a un Git installé sur sa machine. C'est Git qui va pouvoir gérer tous comment on appelle ça, les combinaisons, les fusions, les codes, tout ça. Bon. Git, c'est Git. Git, c'est autre chose. Hein. Si tu veux bosser Git, tu vas bosser Git pour bien comprendre. Mais l'idée générale, comme tu as dit, c'est de regrouper le code source, de versionner le code source. Fini de faire ça, on dépose ça dans un repo, public ou privé. Dans notre cas de Azure, c'est Azure Repo. Ça peut être GitHub, comme c'est écrit, ça peut être Bitbucket ou bien GitLab. Tous autant des GitHub, c'est des hubs. Ouais, non, c'est des hubs. GitHub, c'est quelque chose, un point central qui est disponible. Oui, Kif. Oui, ça va, ça va. Je n'ai pas compris. Comment on me dit, hein? Oui, c'est moi. C'est moi. Ah. Mais bon, en fait, j'ai voulu imprimer sur le A3, j'ai vu que ça ne tenait pas, donc je me suis dit, bon, après, je regarde, bon, je forget. Sorry. Sorry, sorry. Mais je t'envoie le temps de trouver une solution pour mon mission. Mais, choisir A3, mais lui, c'est trop long, en fait. C'est trop long pour le A3. Les 17h31. Les 17h31. On fait partie. Tu peux abréger. Non. Je vois que c'est le boss même. Mais on a, Oui, quand je veux dire, on ne voit rien, en fait. Ça devient fin. on ne pourra pas faire la Oui, démo. ça fait très fin. Quand il fait, oui, oui, quand il fait avec le taux de page, là, pour voir. Ça C'est prend bon, sur le non, tu A3, mais comprends? c'est petit. Ah, j'ai essayé avec ce page-là de fusionner toutes les infos qui m'intéressaient. Tout petit. Peut-être que je vais faire ça pour plusieurs pages, mais ça sera pas intéressant. Allô? Entre-groupe et boss. Allô? Oui, ça s'entrecoupe, oui. Ah, d'accord, ok. Non, je suis encore. Je suis encore. Ah bon. Il n'y a pas de mieux pété. Oui, j'ai fini. Je t'envoie ça par mail là, non, en même temps. Ça marche, ça marche. Mhm. Ça marche, je t'envoie ça par mail. Ça fait coupe là. Allô? Donc, Tiens, on fait une pause là. non, 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 on ne pourra pas terminer même. D'accord, ok. Non, on arrête ça ici là maintenant. Euh, On va faire demain. demain, je n'ai pas trop su. Hein. Et demain, c'est Un peu chaud. un peu chaud. Mercredi. Ça va être un peu compliqué. On- Allô? Chief.
Bon, attends. Oui, dans ton groupe, là, le truc. Bon, on termine sur cette Non, je partie. t'envoie ça par mail. Et puis c'est bon. Yes. Donc, on termine sur ça et puis c'est bon. Non. Oui, j'ai répondu. J'ai contacté Christian. Christian, pourquoi le cas? Il m'a donné l'adresse des gars qui du un truc là. Je dois les contacter pour qu'ils me donnent l'information pour la sécurité. Mais je n'ai pas encore la réserve de Christian. Christian n'a pas encore sa réserve. Oui, je sais. En fait, je voulais envoyer un mail au gars du Nigeria là, pour qu'il me donne, qu'on appelle, le lieu de résidence. Or, ils auront besoin de la réserve de Christian. Donc, demain, dès qu'il a ça, je ferai. Oui, en même temps. On boucle ça. Puis, on attaque Burkina Faso. Oui. Donc, je disais qu'on va faire une pause. On va s'arrêter sur ça. D'accord. Juste terminer l'explication sur ça et puis D'accord. on va voir la suite prochaine. Bon, en tout cas, c'était juste les concepts. Hein. Après, c'était pour faire une démo sur Azure DevOps même, qui est un cas concret. Mais dans tous les cas, on pourra voir ça plus tard. Donc ici, comme le chemin le montre, on a un dépôt, puis on a un pipeline qui écoute le repo. OK? Dès que les conditions sont remplies, lui se déclenche et puis fait la construction de l'application. Ils ont mis Maven ici, mais ça peut être NPM qu'on utilise pour packager ou dans le cas de .NET, ça peut être .NET ou en tout cas tous les outils qui permettent de packager. Voilà. Quand ça c'est bon, on a un ensemble de tests qui doivent être validés parce que ça peut être intégré au pipeline pour valider les tests. Les tests unitaires, ça c'est les tests unitaires, ce n'est pas les tests fonctionnels. Donc, ces tests de code qui doivent être validés avant de finaliser le package. Donc, dès que le package est finalisé, on a fini notre pipeline. C'est tout. Ah. Donc, pas de souci, pas de souci. Est-ce que, oui, je m'attends à DevOps pour les